Je vais juste parler rapidement, sans être très exhaustif, du drainage de l'acide et de la PBS, parce que c'est un petit thème simple qui est encore à cheval entre la chire et la médecine, et, euh, et puis que j'ai pu voir et faire plusieurs fois lors de mon stage de gastroentérologie en sixième. Donc, ça va être assez simple, hein. Je ne vais pas trop partir dans des détails internistiques, mais on pourra surtout faire une discussion à la fin, je pense, parce que j'ai pas préparé 50 slides, hein. C'était hier soir que j'ai fait ça vite fait. Donc voilà. Je commence par les étiologies. Euh, j'ai mis entre parenthèses parce que déjà, c'est pas le but du cours. Et puis aussi, on parle plus trop de transsuda ou d'exsuda à l'heure actuelle. Euh, c'est plus trop la dichotomie qu'on fait. C'est pas comme pour les, les épanchements pleuraux. Donc, la première cause, évidemment, c'est l'hypertension portale, hein, surtout sur la cirrhose. À savoir que 50% des cirrhotiques feront un jour ou l'autre une acite qui méritera d'être drainée. Vous verrez après pourquoi. Et j'ai rappelé les trois causes principales de cirrhose, hein. Donc, l'alcoolique qui est en train de se faire dépasser par le NASH. Et puis, au niveau mondial, la cause virale, elle reste aussi très, très importante, surtout avec l'HBV qui est extrêmement fréquent. Euh, L'insuffisance cardiaque, c'est aussi une cause d'acide, avec une cause aussi de hypertension portale au final. Ça revient un peu au même pathophysiologiquement. Et puis après, il y a aussi les causes plutôt inflammatoires, comme dans le cadre de cancer, que ce soit carcinose péritonéale ou même juste une tumeur qui est exsude, enfin, ou qui est transsude. La tuberculose péritonéale, qu'on voit pas trop chez nous, mais qui est une cause aussi importante. Et puis ensuite, les causes tout simplement d'inflammation locale, à savoir que on a par exemple énormément d'œdème et de pertes liquidiennes dans le péritoine, dans les cas de pancréatite par exemple. Et puis on en a aussi toujours un petit peu, j'ai appris ça même chez les femmes qui ont simplement leur menstruation, ça fait un peu d'inflammation. On retrouve 20 cc si on a des techniques assez sensibles de liquide libre. Voilà. Et puis après, il y a les causes plutôt osmotiques avec la perte d'albumine qu'on a dans les syndromes néphrotiques qui peut aussi faire des acides importantes. Voilà. Il y a plein d'autres étiologies, hein, mais on pourrait faire un cours de médecine interne là-dessus et là, c'est pas trop le but. Alors, comment évaluer l'acide? Déjà, l'anamnèse, le plus important, c'est que c'est des patients qui risquent d'être dyspnéiques. En plus de l'inconfort que ça peut apporter, ils peuvent vraiment être dyspnéiques. Après, le reste, c'est des trucs un peu évidents. Ça peut affecter un peu le transit, mais c'est pas une plainte clé. Et puis, évidemment, la prise de poids, hein, voilà. À la clinique, ce que j'ai appris là, j'avais jamais vu ça avant, c'est le plus sensible apparemment, c'est le puddle sign. C'est on met le patient à quatre pattes et on regarde si devant, en ventral, il a une accumulation de liquide en percutant, hein. C'est comme le décubitus latéral, mais c'est apparemment beaucoup plus sensible à partir de 150 millilitres. Déjà, on pourrait détecter une acide cliniquement. Et puis après, il y a le décubitus latéral. Il y a aussi le signe du flow. Il y en a qui mettent la main au milieu comme ça de manière médiane et qui tapent d'un côté pour voir si l'eau elle se déplace de l'autre côté contralatéralement dans l'autre hémi-abdomen. Mais bon, moi je sais pas faire, j'ai jamais vu. J'ai juste appris le décubitus latéral et puis en chir ici on fait pas le signe du flow. Voilà. Et puis l'imagerie, elle est sensible, que ce soit l'écho ou le CT, à partir de à peu près 100 millilitres. Ce qui est quand même assez peu, hein, je trouve, parce que je ne sais pas si vous avez déjà drainé des acides, mais c'est souvent plusieurs litres, quoi. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, vraiment un truc important, c'est pour ça que je l'ai mis en lettres capitales, c'est que toute acide nouvelle mérite d'investiguer pour trouver une cause aiguë. OK? Quand c'est une acide aiguë, quoi. Donc, non, ou même pas aiguë, parce que ces causes, ben, vous allez voir la slide d'après, elle explique un peu mieux ça. Mais bref, il faut toujours quand même chercher une cause. Chez un cirrhotique qui a déjà eu des petites acides ou bien qui a déjà un foie qui ne marche pas bien et qui tout à coup fait une acide, ben, il faut chercher et en considérant toujours derrière un cancer. OK? Cancer hépatocellulaire, par exemple, vu que les cirrhotiques sont très à risque de faire ça, mais aussi d'autres cancers, hein.
Voilà, insuffisance cardiaque nouvelle, par exemple. Faut chercher, je sais pas si tout à coup il fait une arythmie qui augmente son hypertension dans le côté veineux de la circulation, voilà. J'ai mis PBS aussi, même si c'est surtout une conséquence, ça peut aussi être une cause chez les patients qui sont très fréquemment drainés. Et ben, évidemment, plus on les draine, plus on a la chance d'introduire des bactéries et de la peau à l'intérieur et de faire des bactéries des PBS par la suite. Et puis, chercher une inflammation. Moi, j'ai mis pancréatite en particulier parce que si le patient n'a pas arrêté de boire avec son acide, ben, il va continuer à être à risque pour faire des pancréatites alcooliques, par exemple. Voilà. Maintenant, à gauche, décompensation aiguë, à droite, évolution insidieuse de l'acide avec quelques causes. Donc, ça peut être simplement une décompensation, ok, mais comme je disais, hein, il faut chercher une cause. Ça peut être une insuffisance droite aiguë, d'accord, je sais pas, dans le cadre d'une embolie pulmonaire ou je sais pas quoi d'autre. Un Budd-Chiari aigu, ça arrive, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une thrombose au niveau de la veine. Et puis voilà. Et puis les causes chroniques, ben, c'est la cirrhose, Budd-Chiari aussi, mais chronique. L'ATB, ça fait pas trop des péritonites avec des acides aigus. Et puis le syndrome néphrotique, aussi l'hypothyroïdie, la péricardite constrictive, qui fait finalement un peu comme une insuffisance cardiaque, hein. Donc voilà. Le traitement. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce n'est pas le but de ce cours, mais c'est que la pharmaco, ça marche quand même souvent pour vider ces patients. Donc on leur donne des diurétiques. En général, on commence par la spironolactone, et puis si ça ne marche pas, on ajoute aussi du Lasix ou du Torem ou des choses comme ça. Et puis la restriction sodique, d'accord? Ça marche vraiment souvent, mais quand ça ne marche pas, il faut ponctionner. Puis vous allez voir qu'il y a aussi d'autres indications, hein, pour ponctionner, par exemple diagnostic. Quand la ponction, ça marche toujours pas, ou bien quand on les a ponctionnés 50 000 fois, voilà, et ben on fait un TIPS. Donc c'est en gros un shunt, comme montre le schéma ici, qui se fait par voie transjugulaire, donc endoveineuse, et qui va faire un shunt portosystémique. Ça permet de soulager les patients dans à peu près la moitié des cas. C'est pas non plus une solution miracle, hein. Ça marche vraiment pas toujours. Les indications, du coup, pour drainer, c'est quoi? Alors, c'est toute nouvelle acide, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement à but diagnostique, parce que ça va nous apporter plein d'informations. Vous allez voir après que j'ai mis une petite slide sur qu'est-ce qu'on peut voir dans le liquide d'acide. Et puis aussi tout acide symptomatique, tout simplement, parce que ça fait mal et c'est pas cool. Et en plus, ça fait du mal à respirer. Euh, et voilà. Ça arrange pas l'encéphalopathie, évidemment. C'est confusiogène. Et puis en plus, j'imagine que ça n'améliore absolument pas le transit, qui est aussi quelque chose d'important dans l'encéphalopathie hépatique. Et voilà. La technique, alors, regardez le schéma par la suite, mais au début, sachez que c'est vraiment juste une ponction assez classique, hein, vraiment, c'est un truc qui se fait souvent en stage déjà, même déjà stage de 4e si on est motivé sans problème. Il faut de la lido, hein, de l'anesthésique locale, du désinfectant, ok, et un trocar. Et puis, le reste, c'est facultatif, ok. Mais avec la lido, il faut anesthésier vraiment, si vous voulez, couche par couche, ok. D'abord un petit peu en superficiel, après en sous-cute, après voilà. Et puis, une fois qu'on a passé le péritoine, en fait, c'est à ce moment-là que les patients ont mal. On arrive mal à anesthésier le péritoine et ça fait mal, le passage du péritoine avec le trocar. Et puis, du coup, on peut essayer de l'anesthésier. Des fois, quand on passe à travers, on fait le reflux, hein, toujours faire le reflux, on a déjà un peu d'acide dans la seringue, ça se voit. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben ouais, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des patients qui sont drainés 50 fois dans l'année, et puis eux, ils ont un péritoine qui commence à devenir du carton, et puis du coup, c'est d'autant plus difficile de passer, et c'est d'autant plus important d'anesthésier. Et de toute manière, le patient, il le saura mieux que vous, hein, que c'est le passage qui fait mal.
Ouais, j'en avais vu 2-3 des patients chroniques. Pendant le mois, ils ont dû venir, 10 fois, je sais pas. Hem, Moi, j'exagère, peut-être, 5 fois et puis ils appréhendaient toujours ce moment où on passait le péritone. OK, ensuite, on peut mettre une poche pour récolter tout le liquide. Vous allez voir que souvent, c'est carrément des seaux, tellement il y a de flotte et puis on peut prendre une seringue aussi de 50 cc si on veut interpréter le liquide, ce qui est presque toujours indiqué, ne serait-ce que pour la recherche de PBS. Maintenant, où est-ce qu'on pique? Alors, là, ils ont mis des croix dans le point de McBurney. C'est écrit là, hein, si jamais j'ai exprès mis l'explication pour voir la source Amboss. Et en McBurney, l'avantage, c'est que on risque pas trop de léser les vaisseaux épigastriques. Et puis, euh, voilà. J'ai écrit cathéter, ne pas découper. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens, surtout des gastro-entérologues, qui en ont marre que leur cathéter, au bout du trocar, il se plaque contre les intestins et donc avec un cutter ou un scalpel, en vrai plutôt, c'est mieux, ils vont faire des petites fenestrations dans le cathéter pour qu'il y a plein d'entrées. Le problème, c'est que des fois, on perd un bout du cathéter à l'intérieur du patient et c'est très embêtant à les récupérer. Il faut opérer et puis vous allez vous faire engueuler comme pas possible si vous n'êtes pas gastro-entérologue et que vous faites ça. Donc, moi, on m'a toujours dit de ne pas découper ça, même s'il y a des adjoints qui me disaient de le faire. Je trouvais que c'était pas forcément top pour un stagiaire, et même en tant qu'interne, je le ferais pas. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est d'où la suite, c'est que le cathéter, il va se plaquer contre l'intestin parfois à cause du vide que ça crée, le fait d'aspirer toute cette acide et de la laisser tomber dans le seau. Euh, et ben, c'est pas grave, il faut mobiliser un peu le cathéter et ça fonctionne en général. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la technique? Parce que moi, j'ai fait plusieurs fois le geste et ça m'a toujours paru assez simple, mais il faut savoir que c'est quand même assez délicat si vous touchez un de ces vaisseaux hypogastriques là, ou, ou que vous perforez l'intestin, et vous pouvez avoir des sacrées complications, hein. C'est des patients qui sont fragiles en général, qui sont coagulopathes. Il faut pas se tromper, quoi. Donc, souvent, c'est facile parce qu'ils ont déjà clairement une cicatrice à force de ponctionner toujours au même endroit et vous savez qu'à cet endroit-là, vous risquez rien. Souvent, quand il y a 3 litres, 4 litres, 5 litres, ben, vous risquez pas non plus trop de tomber dans l'intestin parce il y a beaucoup de flotte, mais il y a des cas où c'est plus délicat, quoi. Donc, prenez l'ultrason si vous avez un doute. Voilà. Du coup, juste une question, pour, le robinet 3 voies, toi, tu le mets toujours ou enfin, Alors, oui, pour aussi faire un prélèvement en stérile, tu exactement. prépares déjà ton Moi, robinet, 3 voies? ouais, j'ai toujours fait avec un robinet 3 voies parce que ça permet de prendre dans la seringue là, de 50 cc. C'est un moment un peu chiant parce qu'il faut y aller doucement, il ne faut pas tirer comme un malade sur la seringue justement pour pas que les intestins viennent se collaber contre le cathéter. Mais ça t'arrange quoi, le truc 3 voies, parce que sinon ça va couler quand tu vas mettre la poche entre les deux. J'ai une question aussi. Oui, En fait, j'ai jamais fait ouais, ça. d'accord. Donc, comment tu sais que tu es arrivé dans l'espace péritonéal? Tu sais, parce qu'il y a du liquide qui sort. Et Ok. c'est du liquide clair, ok, c'est vraiment presque de l'eau, un peu jaune, quoi. Mais Mhm. voilà, au début, tu peux avoir un peu de sang, c'est pas très grave. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas trop de sang. Après, ça existe, les acides hémorragiques, hein. Là, j'en parle pas, mais il y a Ouais. des d'acides hémorragiques, bien sûr, euh, dans des contextes tumoraux, traumatiques ou bien des choses comme ça. Mais voilà, en général, c'est vraiment évident. Tu vas voir la flotte qui s'écoule au niveau du tuyau et puis tu vas savoir que tu es dedans. Ok. Et Donc, puis, ouais, si tu pensionnes dans ce point ici, le point de McBurney, oui. on dirait que c'est un peu difficile de pensionner en intestinal. Alors, c'est surtout difficile de ponctionner un vaisseau à cet endroit-là. Malheureusement, les anses intestinales, elles peuvent flotter dans l'acide, mais du coup, il y en a qui mettent le patient un peu sur le côté, de Oui. manière que les intestins ils flottent, et puis toi, du coup, tu piques là où c'est le plus bas. Ok. Mhm. Ok. Tu mets le D'accord. patient
Voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment de côté préférentiel, hein. C'est selon le patient. Ça, c'est égal. En général, il y a autant de flotte à gauche qu'à droite. OK, merci. Mais oui, il ne faut pas hésiter de prendre l'échographie. On voit bien s'il y a un vaisseau et puis vous verrez aussi la distance qui sépare les anses intestinales de la paroi. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire un dernier truc, mais ça, c'est vraiment évident quand tu vas faire ta fonction d'acide, tu sens la perte de résistance quand tu passes le péritoine, hein. Ça aussi, ça t'indique que tu es dedans. Voilà. Ok. Euh, alors, quand on draine une acide, il faut anticiper. Ok. Deux choses. Première, c'est de substituer l'albumine à partir d'un certain nombre de litres. Alors ça, c'est très très débattu, vraiment. Euh, Même pas besoin de faire de gastro pour voir dans les différents hôpitaux où vous serez que les guidelines ne sont jamais les mêmes. Moi, j'étais dans un hôpital où on substituait l'albumine à partir du moment où il y avait de la flotte qui sortait, donc des 1 litre. Et puis, il y en a d'autres, par exemple sur Up to Date, ou je ne sais plus si c'est Up to Date ou Medscape, mais ils préconisent de faire ça des 5 litres. Et puis, je ne sais plus où j'ai lu 3 litres, je crois dans la RMS. Bref, voilà. En gros, il faut substituer l'albumine parce que ces patients ils vont perdre beaucoup de volume et puis c'est pas du tout physiologique de faire ça. Donc 8 grammes par litre, c'est ce qui est préconisé. Et puis, vous allez voir, hein, quand il y a un gars qui se fait drainer son acide, il a toujours sa poche d'albumine à côté qui coule. C'est vraiment, ça va avec. Voilà. La deuxième chose qu'il faut anticiper, c'est que dès qu'on a du liquide d'acide, on risque aussi d'avoir une PBS. Alors, qu'est-ce que c'est la PBS? C'est la péritonite bactérienne spontanée. Ça veut dire que même sans porte d'entrée, ces gens-là, ils peuvent faire des péritonites. Ok. Que ce soit des bactéries intestinales ou qui viennent de l'extérieur, on peut avoir des bactéries qui viennent infecter l'acide et qui peuvent faire une péritonite du coup. Alors ça, il faut la suspecter à partir du moment où on a 250 PMN par millimètre cube. On parle bien des PMN et pas des locaux au total. Je crois que le nombre pour les locaux il est un peu plus élevé, mais c'est égal. Et puis, si vous avez un liquide pauvre en protéines, parce que ça parle aussi pour une cause plutôt cirrhotique de l'acide que pour autre chose. Maintenant, j'ai bien mis peu importe la culture, parce que on va voir après, la culture, c'est vraiment pas le plus sensible. Des fois, elle est faussement négative, et donc, dès qu'on a des PMN dans le liquide d'acide, il faut faire une prophylaxie antibiotique. Ou même un traitement, des fois. Enfin, c'est un traitement, des fois, empirique ou bien prophylactique. Habituellement, on met du céfotaxime. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir dans le fluide? Déjà, macroscopiquement, on voit si c'est purulent et tout, même si des fois c'est extrêmement dilué tellement il y a de litres. On voit si c'est hémorragique, évidemment. Et puis, après, on peut aller envoyer ça au labo et voir le gradient d'albumine. Alors ça, on ne le fait pas du tout pour les gens qui se font drainer tout le temps, 50 fois par an. C'est inintéressant, on sait très bien ce qu'ils ont. Par contre, à but diagnostic, ça peut être très intéressant pour voir si c'est plutôt transsudatif ou exsudatif. Et puis, après, la slide d'après, elle explique un peu qu'est-ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On peut envoyer ça en culture, et ça se fait quasiment tout le temps, hein. Une bouteille anaérobe, une bouteille aérobe, parce qu'on peut avoir les deux types de bactéries à l'intérieur. Ça se fait vraiment presque tout le temps pour toutes les fonctions. Et c'est pas extrêmement sensible, vous voyez, 60 à 90%. Et voilà, le gramme, ça marche pas trop parce que c'est hyper dilué, on voit rien. Donc, à ne pas faire, pas d'examen direct. Par contre, à l'examen direct, on peut voir la cytologie, et puis c'est dans les cas de carcinose péritonéale ou les choses comme ça, c'est sensible à peu près 65%. Vraiment, c'est une moyenne un peu entre les différentes sources que j'ai vues, mais en gros, c'est pas top. Si vous voyez rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer. Et puis, bien sûr, rechercher une PBS. Donc, regardez les locaux, le nombre de protéines, et puis une culture en général. Le gradient d'albumine, donc c'est la différence entre le sérum et la suite. S'il est haut, c'est qu'il y a plutôt une cause vasculaire, donc c'est vraiment que de la flotte qui s'extravase. C'est dans les cas d'hypertension portale, donc typiquement les cirrhotiques, ou bien dans les cas d'insuffisance cardiaque, surtout droite. Si le gradient est faible, on a plutôt quelque chose d'inflammatoire, c'est juste les vaisseaux qui sont leaky et qui laissent tout sortir, et ça c'est plutôt voilà, cancer, pancréatite, des choses comme ça. Bien, et puis, en fait, à cause de la perte d'albumine, par conséquent, on a aussi un gradient faible dans le cadre du syndrome néphrotique.
qui est aussi une cause rare, mais de ascites. Voilà. Et puis maintenant, juste par rapport à la PBS, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, en gros, à suspecter dès qu'il y a 250 PMN ou plus, peu importe la culture. Et puis, il faut traiter avec du céfotaxime tant qu'il y a encore du liquide. Donc, même si ça prend 2 jours à tout vider, ce qui est assez rare, mais des fois, on a vraiment 15-20 litres, il faut tout vider et puis traiter tant qu'il y en a. Si on n'a pas réussi à tout vider et qu'on doit reponctionner 3 jours après et qu'entre-temps, il y a toujours du liquide, ça veut dire qu'il faut continuer l'antibiothérapie pendant tout ce temps-là. Des fois, il y a des hôpitaux où ils traitent même empiriquement, mais là où j'étais, ça ne se faisait pas à Genève. Donc voilà, c'est fini. Les messages, c'est que c'est très fréquent. On essaye d'abord de traiter conservativement. De toute manière, ces patients, ils ont souvent des diurétiques. Hein. Voilà. Et puis, il faut drainer toute nouvelle acide et tout acide symptomatique. C'est les 2 indications vraiment. Donc, en gros, il faut souvent drainer.